La bande dessinée Walking Dead, créée en 2003 par le scénariste Robert Kirkman et le dessinateur Tony Moore, est publiée aux États-Unis par les éditions Image Comics et en France par les éditions Delcourt. Cette bande dessinée est qualifiée selon les lieux de publication et les espaces de diffusion, tour à tour de comics ou de romans graphiques. Pour comprendre les raisons de cette double appellation, il faut faire un retour rapide sur le contexte d'apparition du terme graphic novel, adaptation littérale du terme roman graphique, adaptation littérale du terme graphic novel. Il s'agit d'un terme récent, symboliquement daté de 1978, date à laquelle apparaît aux États-Unis la mention graphic novel sur la couverture de A Contract with God and Other Tellman Stories, une bande dessinée de l'auteur et théoricien Will Eisner. Thierry Grunstein décrit 6 points spécifiques qui marquent une rupture entre A Contract with God et la production traditionnelle de comics. Tout d'abord, il ne s'inscrit pas dans une série. Ensuite, le contenu s'éloigne du récit de genre et mêle librement vécu et surtout, formellement, le livre se distingue du comic book ordinaire sous 4 aspects. Le format, le refus de la couleur, une pagination beaucoup plus étoffée et enfin, une conception de la page où texte et dessin s'entrelacent de façon beaucoup plus libre que dans la mise en page traditionnelle. Mais comme le note Grunstein, le graphic novel cesse rapidement d'obéir à une quelconque définition stable. D'ailleurs, à mon sens, toute tentative de définition précise du roman graphique est vaine, puisque ce genre de bande dessinée se pose avant tout comme une alternative à la production dominante d'un environnement culturel précis, et que par conséquent, ces paramètres évoluent en fonction de ce dernier. Pour forcer le trait, l'album cartonné couleur franco-belge classique, de grand format et à la pagination faible, pourrait être considéré comme un roman graphique dans le contexte de l'édition japonaise, dominée par les mangas de petit format, en noir et blanc, à la pagination importante. Toujours est-il qu'en 1978, le roman graphique crée un nouvel espace permettant aux auteurs d'explorer d'autres types de récits, librement, avec l'idée que l'objet livre s'adaptera au récit et non l'inverse. En effet, auparavant, le récit devait se plier, outre le format prédéfini, à un nombre de pages spécifiques. Par exemple 18 à 24 pages dans le cas du comics nord-américain, 48 pages dans le cas de l'album de bande dessinée franco-belge. Le format de ce dernier est d'ailleurs tellement standardisé qu'il lui vaudra l'appellation devenue célèbre de 48cc pour 48 pages, cartonnées couleur, par le théoricien, auteur et éditeur alternatif Jean-Christophe Menu. Par ailleurs, avec ce nouveau genre de récit, Eisner espère rapprocher la bande dessinée de la littérature consacrée et ainsi lui donner une vraie place dans les librairies généralistes états-uniennes. La forme bande dessinée étant jusqu'alors cantonnée aux États-Unis, aux librairies spécialisées et à la presse. L'opération est un succès, puisqu'en l'espace de 20 ans, le genre est récupéré par toutes les structures éditoriales, même les plus commerciales. Ainsi, dès 1982, Marvel publie un récit de super-héros, The Death of Captain Marvel, avec la mention Marvel Graphic Novel, tandis que le roman graphique Maos est la première bande dessinée à remporter un prix Pulitzer en 1992. L'appellation roman graphique est ainsi devenue synonyme de légitimité littéraire, tandis que le reste de la production, sous l'appellation BD ou comics dans le cas qui me concerne, renvoie au divertissement populaire. Jean-Christophe Menu, l'un des acteurs majeurs donc de l'implantation en France du roman graphique, avec sa structure l'association, fait l'état des lieux du marché de la bande dessinée en France en 2005 dans Plateforme. Il déplore ainsi cette nouvelle standardisation et cette récupération du roman graphique. 15 ans d'association auront peut-être servi à ça. Au lieu d'avoir un standard à la fin des années 80, le 48cc, on se dirige vers une époque où l'on aura droit à 2 standards. On pourrait d'ailleurs actualiser le propos en distinguant en 2016 4 formats dans les librairies françaises: roman graphique, cartonné couleur, manga et comics. Tout le paradoxe du succès du roman graphique est là. Ce dernier devait servir à valoriser la bande dessinée en général et au contraire devenu la seule forme noble, tandis que l'appellation a été tant récupérée et standardisée pour correspondre à des critères de librairie qu'il n'en reste plus qu'une idée, le format roman graphique, correspondant plus ou moins à un format de 17 par 24 cm, à la pagination étoffée, et renvoyant, en termes d'objet, à un format proche de celui de la littérature consacrée. C'est ainsi qu'en France du moins, Walking Dead se trouve être qualifié de comics dès lors qu'il est présenté chez les grands marchands en ligne ou dans les supermarchés culturels, espérant ainsi cibler le public le plus large. L'appellation comics reste en effet synonyme pour la majorité du lectorat français de récits de super-héros, genre très porteur et au public sont sans cesse en expansion, surtout depuis le lancement de la nouvelle vague de films adaptés des super-héros Marvel et DC.
En jouant la carte de l'assimilation, par l'utilisation du terme comics, l'idée est donc de parier sur l'adhésion d'un public jeune, en majorité masculin, celui qui fait l'usage de qualifiés, de lectorat de bande dessinée traditionnelle. Mais dès lors qu'il s'agit de mettre en avant les qualités d'écriture de Walking Dead, le récit se trouve étiqueté roman graphique. À titre d'exemple, lors de l'adaptation de la bande dessinée en série télévisée, pour asseoir la qualité du scénario, le générique de la série la présente comme « Based on the series of graphic novels by Robert Kirkman, Anthony Moore and Charlie Adlard ». Si la définition et la catégorisation en soi du roman graphique est obsolète, puisque nous sommes passés de ce que j'appelle le genre roman graphique au format roman graphique, les implications de l'énonciation éditoriale rendant un objet compatible ou non avec l'idée de ce que doit être en 2016 un roman graphique sont très claires. Je vais d'ailleurs terminer cette partie sur deux œuvres étrangères créées au format traditionnel de leur région d'origine, mais qui sont reconditionnées lors de leur publication en France pour se plier à l'énonciation éditoriale de Casterman Écriture, collection emblématique de la récupération par les structures éditoriales commerciales du roman graphique. En effet, par son format, le design de sa couverture et le jeu typographique, Casterman Écriture reprend les préceptes éditoriaux de l'association, qui elle-même s'inspirait explicitement de la collection blanche de Gallimard lors de la conception de ses livres. Mais là où l'association fait montre de souplesse, Casterman Écriture est une collection rigide, au format strict, auquel les œuvres doivent se contraindre parfois jusqu'à l'absurde. Ainsi, pour rentrer dans le format de cette collection, les histoires urbaines de Julius Knüppel, l'auteur new-yorkais Ben Catchor, sont totalement transformées. Il s'agissait dans la version originale de grands strips horizontaux qui ne tenaient pas dans le format de petite taille et à la française de la collection Écriture. Aussi, chaque strip se retrouve divisé en deux, débutant en page de gauche et se terminant en page de droite, et un second strip indépendant se trouve apposé en dessous. Dans le cas du travail de Ben Catchor, à la lecture exigeante et aux ellipses narratives fortes, cette disposition combinée aux larges marges centrales rend la lecture très difficile. A l'inverse, Quartier lointain, manga de l'auteur japonais Jiro Taniguchi, au rythme contemplatif, tranchant radicalement avec la production de mangas importés en France en 2003, a pu trouver son public grâce à l'énonciation éditoriale de la collection Écriture, qui assimilait ce manga atypique, en regard du reste de la production importée, au roman graphique, ce qui lui a permis de séduire un autre type de public, là où les lecteurs traditionnels de manga connaissaient les œuvres de Taniguchi, comme cela avait été observé auparavant dans la collection précédente de Casterman. Après ce premier aspect relevant de la classification, de l'énonciation éditoriale et de la diffusion, je me propose d'aborder un autre aspect contemporain qui modifie le récit Walking Dead en profondeur, son adaptation en série télévisée, puis sa transformation en récit transmédiatique. En effet, dès que la bande dessinée devient un succès commercial, le récit se retrouve remédiatisé pour accroître encore sa visibilité. Ainsi, alors qu'entre 2007 et 2013, ce sont environ 2 millions d'exemplaires de la bande dessinée qui sont vendus dans le monde, et que Walking Dead est en 2013 toujours la bande dessinée la plus vendue en France, avec environ 315 000 exemplaires, en 2010, la première saison de la série télévisée a eu une audience de 5 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion aux États-Unis, et la saison 6, diffusée entre 2015 et 2016, a atteint 13 millions de téléspectateurs. Concernant l'adaptation de la bande dessinée en série télévisée, les propos de Michel Cerceau à propos de l'adaptation au cinéma de la littérature restent parfaitement transposables. Ainsi, l'adaptation, je cite, n'est pas seulement une opération factuelle, traduction d'un langage dans un autre, qui placerait le cinéma dans la dépendance de la littérature et par laquelle il se ravalerait au rang d'illustrateur, mais un faisceau de réalités sémiotiques et esthétiques, réalités plurielles et réversibles. L'adaptation témoigne de ce que littérature et cinéma entretiennent une relation dynamique. Et comme le souligne Anaïs Guillet dans sa thèse pour une littérature cyborg, la réflexion sur l'adaptation n'a lieu que dans la comparaison, puisqu'elle dépend de la connaissance du lecteur, du spectateur ou du critique, de l'existence d'une œuvre originelle, l'adapter. Le péritexte a alors une grande importance dans l'étude de la remédiatisation, car c'est le lieu où se joue la relation première du lecteur au texte, l'endroit où l'on renseigne, ou non, le statut médiatique original de l'œuvre. Ce péritexte est d'autant plus fondamental que la plupart des œuvres peuvent être lues et comprises indépendamment de leur média d'origine. Mais malgré cette autonomie, c'est dans l'acte de comparaison entre les textes des deux médias en jeu qu'elles révèlent leur importance vis-à-vis de l'écologie médiatique contemporaine. L'adaptation de Walking Dead s'inscrit parfaitement dans ce contexte. L'objectif de la première saison est d'accroître le public,
s'adresse donc à un public qui n'a en majorité pas lu la bande dessinée et n'a même pas forcément connaissance de son existence. Aussi, à part quelques modifications de mise en scène mineures et quelques changements narratifs induits par l'apparition de nouveaux personnages créés pour la télévision, il s'agit d'une adaptation fidèle au récit originel. Lors des saisons suivantes, le succès de la série télévisée et le délai d'attente entre les saisons a conduit une partie du public vers la lecture de la bande dessinée. Les producteurs en sont conscients et le rapport entre l'adaptation et l'adapté se transforme. Il ne s'agit plus là d'accroître le public, mais essentiellement de le fidéliser. La série s'adresse à présent, à part égale, à un public de connaisseurs, les lecteurs de la bande dessinée, et aux non-lecteurs. Elle déjoue en permanence les attentes des lecteurs et fait peser les ressorts narratifs sur leurs présupposés liés à leur connaissance du récit en bande dessinée. Pour le comprendre, je rappelle juste que Walking Dead se situe dans un univers post-apocalyptique peuplé de zombies et est le récit de la survie d'une poignée de rescapés. L'univers est très sombre et une grande partie des personnages principaux meurent. Seulement, dès la saison 3, les scénaristes déjouent l'attente du lecteur sur ces moments forts, et ce ne sont plus les mêmes personnages qui disparaissent. Ainsi, Andrea, l'une des héroïnes du comique, encore présente dans les tomes actuels, meurt de la saison de façon totalement inattendue. D'autres trames visuelles et scénaristiques se tissent. Ainsi, la figure de la batte de baseball devient très présente dans la série télévisée, dès lors que le personnage de Glenn meurt sous les coups de batte de Negan. Dans les saisons qui suivent la publication du tome 17, celui donc où cette scène arrive, correspondant à la mort de Glenn, le spectateur assiste de nombreuses scènes qui, tour à tour, laissent supposer l'arrivée de Negan ou la mort de celui-ci par des personnages aux armes similaires, comme dans la scène de l'abattoir qui est présente à l'image. Quelques bribes d'indices donnés à voir dans les trailers sur cette question sont autant d'éléments à creuser selon le principe de forage de Jason Mitchell et réemployé par Jenkins. Peut-être avons-nous besoin d'une nouvelle métaphore pour décrire l'engagement des téléspectateurs dans la complexité narrative. Nous pourrions penser ces programmes comme étant à creuser et non à circuler. Ils encouragent les fans à creuser plus profondément dans la narration, afin de comprendre la complexité de l'histoire et de sa narration. De tels programmes sont des aimants à engagement, attirant les téléspectateurs dans leur univers et les encourageant à creuser pour en découvrir plus. L'opposition entre la circulation et le forage ne doit pas être envisagée comme une hiérarchie, mais plutôt comme une opposition entre des vecteurs d'engagement. La circulation encourage la recherche horizontale de surface, sans nécessairement favoriser un engagement à long terme. Le forage attire moins de fans, mais occupe beaucoup de leur temps dans une descente verticale dans les complexités narratives. Par ailleurs, certains personnages, créés pour la télévision et plébiscités par le public, prennent une importance majeure dans le récit, tels que Daryl Dixon, qui doit même avoir un jeu vidéo à son effigie. C'est alors que le récit devient réellement transmédiatique, alliant multimodalité et intertextualité radicale. Apparaissent alors jeux vidéo, applications tablettes, et smartphones, romans, deux séries de séries télévisées et webisodes. La première série de webisodes, justement, intitulée Torn Apart, mise en ligne le 3 octobre 2011, soit une semaine avant la reprise de la saison 2, est composée de 6 formats courts de 2 à 5 minutes, qui développent un fragment visuel du tome 1 du récit. Il s'agit de la scène de la première rencontre de Rick, le personnage principal, avec une femme zombie agonisant. À la suite de cette scène, Rick s'effondre émotionnellement. Et c'est donc ce zombie, le personnage qui devient le personnage principal de cette scène. La web-série commence quelques heures avant la transformation, lorsque le zombie était encore une jeune mère de famille qui attendait le retour de ses enfants de l'école. Le personnage est ainsi réhumanisé, et relire le tome 1 après le visionnage de cette web-série augmente considérablement la portée émotionnelle de la scène. Les romans, quant à eux, vont s'attarder sur l'ascension et la chute du gouverneur, le premier réel antagoniste de Rick. Tandis que la série télévisée, Fear the Walking Dead, nous fait découvrir les préquels de l'apocalypse zombie, ainsi que les stratégies déployées par un autre groupe de survivants dans une autre zone géographique. Implicitement, leur méthode de survie est toujours comparée à celle du groupe de Rick, tandis qu'apparaît en toile de fond certains éléments de la bande dessinée non traités dans la première série. Les jeux vidéo, quant à eux, développés par les studios Telltale, mettent en scène un autre groupe de rescapés et se présentent comme une succession de choix multiples à faire dans un temps imparti très court, de l'ordre de 5 à 10 secondes. Ils vont conduire le joueur à s'impliquer émotionnellement, chacun de ces choix affectant en profondeur ses relations dans le groupe de survivants et conduisant souvent à la disparition de l'un ou l'autre de ses alliés. Seulement, au cours de cette pratique immersive, les choix des joueurs et les bonnes solutions adoptées ne sont souvent cohérentes que parce que le joueur est également lecteur-spectateur de Walking Dead et connaît les mécanismes inhérents à l'univers, dans lequel la pire menace vient toujours des autres humains plutôt que des zombies. Cette logique immersive,
toujours au sens de Jenkins, est complétée par une logique d'extraction, puisque les fans peuvent dans le même temps se procurer des produits dérivés à inclure dans leur quotidien, notamment la version jouet de la célèbre arbalète de Darrell Dixon. Donc, dans un souci de concision, je vais pas continuer à développer ici les paramètres de la transmédialité mis en œuvre dans Walking Dead. Et je m'y posais la question récurrente, dès lors qu'il s'agit de récits transmédiatiques, de la discussion de notorialité, qui est une question pourtant légitime dans le cas de Walking Dead, qui est donc un récit non activement transmédia, mais qui va le devenir après un passage aux jeux vidéo et à la série télévisée, dans lequel les multiples acteurs et partenaires créatifs vont prendre une importance. Et surtout, on regarde la bande dessinée dans laquelle le mythe de l'auteur complet reste un mythe dominant. Et je vais terminer sur ce qui, à mon sens, c'est vraiment le lien entre l'émergence du récit transmédiatique et l'apparition du roman graphique. C'est-à-dire qu'ils obéissent tous les deux à la même logique. Dans un modèle idéal, il s'agit dans les deux cas de figure de créer un objet souple qui s'adaptera au récit et non l'inverse. Ces deux objets sont également motivés par les mêmes enjeux économiques. C'est-à-dire que dans les deux cas, il s'agit d'aller chercher le lecteur-spectateur dans d'autres territoires. Donc dans le cas du roman graphique, c'était dans les librairies généralistes, là où on attendait dans les librairies spécialisées. Sans tomber dans un modèle prophétique, on peut voir dans le modèle du récit transmédiatique le renouveau de la possibilité d'un récit comme objet autonome, n'ayant de contraintes que celles qu'il s'impose. Cependant, ainsi que le montre le regain d'intérêt de ces dernières années pour la manipulation atypique de livres-objets en bande dessinée et pour les jeux oubapiens, avec la sortie récente de 2 ouvrages après une longue période de sommeil, une partie de la production éditoriale alternative est de toute façon déjà transformée en profondeur par ces nouvelles pratiques, induisant l'idée d'un lecteur actif et participant. Je vais d'ailleurs me permettre de conclure avec ma pratique personnelle, puisque ma pratique d'auteur et d'éditeur au sein des éditions Rutavaga, donc maison d'édition spécialisée dans la manipulation atypique de bande dessinée, est née non pas en réaction aux pratiques des nouveaux médias et de la littérature numérique, mais plutôt en adéquation avec cette idée de rendre le lecteur actif et participant, tout en exploitant au mieux les spécificités du support papier, toujours en lien avec le fond du récit. Si les différents objets que je mettrai à l'écran sont respectivement un récit de suture qui est lui-même un livre à coudre et à découdre, ou encore une table sur la création de l'univers qui va se lire en spirale infinie. Je vous remercie de votre attention.